Si l'éloquence est l'art de parler, le débat, lui, est l'art de convaincre. Ils étaient 20, ils ne sont plus que 16, et dans quelques heures, près de la moitié aura quitté l'aventure. C'est ici, dans la mairie du 9e arrondissement de Paris, que nos talents vont chercher à convaincre leurs coachs de les garder dans leurs équipes. C'est ici, dans cet ancien cercle de jeu, que les challengers vont tenter des coups de poker pour réintégrer l'aventure avant les demi-finales, et c'est ici, dans ce haut lieu de la politique locale, que nos avocats préférés vont se rendre coup pour coup. L'orateur, les débats, c'est parti. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Un débat consiste en une équipe qui défend une mesure, tandis que l'autre s'y oppose. Les 8 orateurs des deux équipes se succèdent à la tribune, l'équipe du gouvernement défend son projet, l'équipe de l'opposition le démonte. Les rôles sont définis. Le premier orateur présente le projet, les orateurs du milieu le développent et l'ultime personnage s'efforce de répondre avec justesse et véhémence aux propos de l'équipe adverse. Le premier débat verra s'opposer l'équipe de Roxane au gouvernement contre celle de Boris à l'opposition. Le second verra l'équipe de Claire Emmanuel s'opposer à l'équipe des challengers. Quid des challengers d'ailleurs? C'est simple, eux ne peuvent que gagner. Soit ils quittent l'aventure comme prévu, soit leur performance marque un coach et ils intégreront leur équipe avant la demi-finale. Laissez-moi vous présenter un éminent jury, un jury exceptionnel. Les 3 sont champions de France de débat parlementaire, parfois à des années différentes. Alors, très rapidement, je vais vous les présenter un par un. Le premier, champion de France en titre de débat parlementaire. Il peine un peu à raccrocher le poste de ministre, c'est notre François Bayrou à nous, tout juste relaxé qu'il veut rechausser les crampons. Il est beau, il est jeune, il est talentueux, c'est Antonin Huron. La deuxième est également jeune, est également jolie, est également championne de France de débat, mais 2022, au cœur d'une équipe qui, je dois le dire, Antonin, était bien meilleure que la vôtre. Mais surtout, elle est une première ministre qui ferait pâlir Margaret Thatcher. Alors, lorsqu'elle prend la parole, elle pose directement le cadre du débat. Cher contradicteur, merci d'être venu, mais c'est déjà trop tard. Mesdames et messieurs, Manon Lisée. Le dernier est un peu moins jeune, mais est aussi champion de France de débat 2022. Il était notre secrétaire général, bien plus général que secrétaire. Il a percé sur les médias, ce qui lui fait un point commun avec Jean-Marc Morandini, mais notons tout de même qu'ils n'ont pas le même rapport aux enfants. Lui fait du babysitting, l'autre, malheureusement, la loi m'empêche de dire ce que j'en pense, mais en tout cas, il a été exceptionnel lors du débat, meilleur orateur de la finale, un palmarès long comme le casier judiciaire du dit Jean-Marc. Mesdames et messieurs, Samuel Cherki. Nous avons notre jury, nous avons nos coachs, reste donc à lancer le premier débat sur le sujet suivant, d'actualité, ce gouvernement supprimerait l'enseignement privé. Citoyens, citoyennes, sommes-nous revenus au temps des précepteurs? À trimer sous les coups des règles métalliques? Et tout cela pourquoi? Pour une éducation privée. Héritage mal pensé d'un temps oublié, gangrenant nos institutions. Depuis trop longtemps, les établissements privés sillonnent le paysage éducatif français. Moribond, combatif toujours, mais aujourd'hui moribond, se rattachant à la fleur fanée de la nostalgie. Car si on peut entendre que l'enseignement public se meurt, notre gouvernement désire davantage le sauver que de l'enterrer. Au nom de la liberté de choix des parents, la République s'oblige depuis 1959 et la loi Debré à financer l'enseignement privé sous contrat, montant 13 milliards d'euros, versés sans véritable contrôle, ni pédagogique ni financier, à des établissements qui se mettent avant tout au service des familles les plus privilégiées. Preuve en est que nous sommes obligés de couper les subventions de certains établissements privés, mettant au cœur de l'apprentissage l'attaque à sa République dans ses fondements. Voilà donc l'état de la situation. Je prendrai votre question. Vous nous parlez d'argent, mais pouvez-vous vraiment nous dire combien il faudra de milliards d'euros pour que le gouvernement dépense en plus pour rescolariser tous les élèves du privé? Nous n'allons pas les rescolariser, vous verrez, notre réforme sera expliquée. Attendez un petit peu, ne soyez pas impatients.
Cessons cette mascarade de l'enseignement privé. Ne les laissons pas inculquer à notre avenir ce qu'ils désirent à base d'idées dépassées en désaccord avec les réalités de nos sociétés. Car nous voilà soudain revenus au temps de l'Inquisition, où la Vierge de Fer se nomme cours d'éducation de culture religieuse, où l'on doit dessiner ce que Dieu nous inspire. Oui, c'est du vécu. Et où le bûcher se nomme cours de latin obligatoire à 18h, où notre professeur, plus très au courant de Charles Maurras, tente de nous expliquer que c'était bien mieux avant, quand les hommes étaient vraiment des hommes et pas des travelots efféminés du bois de Boulogne. Oui, c'est encore du vécu. Voilà la qualité de votre cher enseignement privé, déguisant leur opinion réactionnaire par un pseudo-élitisme et gentrifié par un idéalisme aveugle, et tout cela aux frais du contribuable. Oui, il est temps de mettre fin à l'enseignement privé, héritage dépassé, reflet d'un entre-soi social inadapté et faussement élitiste. Puisse le sort vous être favorable, messieurs Charles de Foucault, Pierre-Marie Théas et Stanislas, mais seulement désormais au sein de notre cher enseignement public. Je suis outré. Vous parlez, monsieur le Premier ministre, d'époque révolue, de règles métalliques qui claqueraient sur des doigts innocents, de fleurs fanées de la nostalgie. Si les larmes pouvaient guérir toutes les blessures, nous n'aurions plus besoin de médecins. Nous vous remercions pour toutes ces allégories, mais enfin, votre plaidoirie témoigne quand même d'une forte maîtrise de la contre-alchimie, c'est-à-dire de la dépréciation de ce qu'il y a de plus précieux. En l'occurrence, je pensais à la liberté, nous pourrions encore dire la croyance en un absolu. Mais enfin, nous avons tous remarqué sur quelque chose de moralisateur, de nouvelle génération à la proposition du gouvernement. Et alors, essayons de décaper ce vernis et constatons deux éléments importants qui ressortent de cette proposition. Vous parlez d'époque révolue, d'idées dépassées, et tourner en ridicule des croyances religieuses. Mais est-il possible d'interpréter ces paroles autrement que comme illustrant une aversion à la liberté, d'une part, et une arrogance certaine dans la prétention de savoir mieux que le peuple ce qui est bon pour le peuple? C'est exaspérant quand même. À ceux qui préconisent l'uniformisation de l'éducation, nous martelons avec véhémence, le banal n'est pas notre sort. L'excellence est notre légitimité et notre obligation. En prétendant savoir mieux que chacun ce qui est bénéfique, vous nous dévoilez une grande arrogance et une volonté de centralisation éducative qui ne laisse aucune place à la diversité des procédés pédagogiques, aucune place à la pluralité des choix éducatifs et encore moins aux individualités. Finalement, chers membres de l'Assemblée, résistons à cette tendance à uniformiser l'éducation au nom d'une égalité d'idéologues. La diversité des choix éducatifs est le pilier de la véritable égalité des chances, car elle encourage l'audace, l'excellence et la diversité. Chère Assemblée, soyez attentifs à la mélodie qui parviendra à vos oreilles et choisissez avec discernement. Pardon, papy. Le 24 juin 1984, tu étais vent debout sur les Champs-Élysées pour défendre l'enseignement catholique vendéen contre l'hideuse loi Savary de nationalisation de l'enseignement. Mais ton fils a épousé une socialiste et je me permets d'enfoncer le clou en écrasant un peu plus tes convictions, en ressuscitant dans l'idée plus que dans la lettre ce projet de loi mitterrandien. Nous sommes en France. Mais qu'est-ce que la France? Un État unitaire, une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Cette mesure va dans le sens de la simplicité. Le système actuel a besoin d'être plus simple pour être plus efficace. Il n'y a déjà pas de différence entre les programmes scolaires, entre privés sous contrat et publics, et les professeurs sont déjà tous payés par l'État. Du point de vue administratif, il est bien plus simple que tout l'enseignement français soit géré de la même manière. Nous devons donc aller dans le sens d'une harmonisation complète. Le but est de permettre un meilleur accès à un enseignement de qualité devenu complètement gratuit par notre mesure. Il existe, nous le savons, le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement, ce qui implique une liberté dans la création d'établissements et la liberté d'entreprendre en matière d'éducation. Ce principe est dépassé. Sérieusement, la liberté d'entreprendre pour l'éducation, liberté qui favorise en réalité la vieille aristocratie et sa culture de l'entre-soi, dont le libéralisme débridé menace jusqu'à nos écoles primaires. C'est un principe suranné, faussement républicain derrière cette image de liberté de l'enseignement. La liberté de rester avec les gens de son milieu, de conforter une idéologie séparatiste de la République où se mêlent capitalisme
et caté le mardi matin entre les maths et le sport. La différence entre les mitterrandiens et nous, c'est déjà qu'un assassin ne peut pas être mitterrandien, c'est biologiquement impossible. Donc même si les petits gâteaux tradis s'opposent, même si le sang de l'uni ne coule pas dans nos veines, nous rassemblerons le public et le privé dans un service public, unifié et laïque de l'éducation nationale. Et ce gouvernement, nous irons jusqu'au bout. On ne naît pas médiocre, on le devient. L'humain est un être rempli de mystères, et je ne chercherai pas à tous les élucider, ni même à les énoncer, mais je me pencherai bien sur l'un de ces grands mystères. Sa complaisance dans la médiocrité. Je confirme, le gouvernement est d'ailleurs humain. Et j'irai même jusqu'à dire son rejet du meilleur. J'invite le gouvernement à aller dans la rue puisque visiblement il n'a pas le sens des réalités. Il ne connaît pas le mot consentement puisqu'il va forcer des professeurs qui ont choisi le privé à devenir des fonctionnaires. Décidément, ils entreprennent, mais dans l'échec. Abolir l'école privée, c'est renoncer à ces quelques destins qui ont changé la vie publique. Et ceux qui la changeront. Robert Badinter, Simone de Beauvoir, des hommes et femmes dont les noms n'auraient peut-être pas été rendus publics si leurs écoles n'avaient pas été privées. Je prendrai votre question. Vous nous parlez d'excellence, mais techniquement, quel est le coût que met l'opposition à cette excellence ? Je ne pense pas que l'excellence doive avoir un coût, étant donné que principalement ce sont les parents qui choisissent de payer l'excellence à leurs enfants. Certes, vous l'avez dit d'ailleurs, le gouvernement contribue à cette excellence, mais votre ministre l'a dit, ce n'est qu'un petit pourcentage dans tout ce que vous dépensez pour l'école publique. Membres du gouvernement, je vous le demande, êtes-vous prêts à assumer le risque de voir s'échapper de nouveaux grands cerveaux formés par l'école privée ? Est-ce que votre idéologie en vaut vraiment la chandelle ? L'enseignement public et le privé cohabitent depuis 65 ans et se sont chacun développés de leur côté dans ce qu'ils font de mieux. Ils ne sont pas en concurrence. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Les inconnus nous ont avertis déjà très tôt de cette scission qui existe entre des jeunes de quartiers très privilégiés qui ont fréquenté des écoles, la plupart du temps privées, et les autres, dans d'autres quartiers, où même si on se bat, on ne remplace pas le capital financier par un travail acharné. Dans cette course de la vie, on donne à certains une avance, des starting blocks, de bonnes chaussures sur des sols bétonnés, quand d'autres à côté courent pieds nus. Derrière, depuis la ligne de départ sur du gravier. Chers assemblés, chers jurés, à cela, nous voulons remédier pour donner à tous les mêmes armes, les mêmes outils, parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La suppression des écoles privées est un impératif. Car derrière ce projet de loi se cachent deux réalités. Celle de la véritable méritocratie qui ne repose pas sur le porte-monnaie des parents, mais sur sa véritable capacité à soi-même s'élever. Par ce projet de loi, nous comptons réaffirmer ce principe constitutionnel d'égalité des chances. Et deuxième principe, celui de la laïcité. Parce que nous croyons que la laïcité va de pair avec l'égalité des chances pour fournir le même enseignement et pour que partout en France, les élèves, dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, fassent la même course dans les mêmes conditions. Et je prendrai votre question. Démontrez-moi, s'il vous plaît, en quoi cette suppression du privé, venue sauver les inégalités sociales, ne déplacera pas seulement l'inégalité sociale du petit public de campagne, côté gare à Melun, par rapport au lycée de Paris, avec les mêmes de reprise. Monsieur, je vous invite à beaucoup plus d'attention parce que c'est justement l'enjeu de la réforme. C'est de permettre à donner à tous les mêmes outils, les mêmes armes. Et que ça soit dans un lycée ou des primaires ou des collèges de campagne ou à Paris, avec cette horreur du plafond. Pourquoi ? Pourquoi et pour qui prenez-vous une telle mesure ? Ce gouvernement a tenté, tant bien que mal, et plutôt en vain, soyons honnêtes, de justifier une mesure gouvernée par l'idéologie et le poids d'une opinion publique mouvante. Mais pourquoi décidez-vous de craquer une allumette sur le brasier encore chaud de cette guerre scolaire ? N'oublions jamais qu'en première ligne d'une société à bout de souffle, il s'agit de nos enfants. Ils sont à la fois le sujet, la cause et la finalité.
ce que ce gouvernement en tant qu'élu semble parfois oublier. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'individu, dans sa différence, c'est la société, dans son pluralisme. Enseigner, c'est enseigner à vivre, disait Jean-Jacques Rousseau. Mais vivre se fait au-delà des mathématiques et du français. Vivre, c'est être passionné. Et désolé de vous l'apprendre, mon cher gouvernement, mais l'école ne passionne plus. Les programmes, réforme après réforme, se rigidifient et ennuient. Quelle porte s'ouvre à l'élève qui veut devenir pâtissier ou maître d'hôte? Celui qui veut faire carrière dans l'œnologie? Celui qui veut faire du sport à haut niveau sans l'odeur nauséabonde de ces dossards atroces que nous avons tous dû porter? Quelle opportunité est donnée dans le public aux collégiens avides de politique, de mode ou de codage informatique? C'est ici, alors, que l'enseignement privé prend réellement et concrètement le relais. Elle propose une diversité des contenus pédagogiques, des activités parascolaires par milliers. Votre enfant veut faire des échecs, il le peut. Votre enfant veut faire partie d'une chorale, il le peut, le privé l'offre. L'école privée protège les difficultés comme les habilités de chacun, de ceux qui sont exclus par leur géographie, par leur religion. Parce que contrairement à ce que pense le gouvernement, la religion ne s'arrête pas brutalement à la porte de l'école publique. Non, les discriminations continuent vis-à-vis de la religion, je ne prendrai pas la question. Faisons le choix qui semble apparaître le plus dur alors que c'est le plus simple. Mesdames et messieurs, faisons le choix de la liberté, faisons le choix de la différence. Chère Assemblée, chers collègues, que de reproches. Ma foi, il faut peut-être les prendre chronologiquement pour essayer de comprendre la contre-proposition que vous nous faites aujourd'hui et dont, ma foi, je ne vois rien d'autre que le statu quo que vous semblez demander. En commençant par les chères paroles de votre chef d'opposition qui nous parlait de la liberté de l'enseignement en la comparant à une forme de liberté commerciale. Voyons, je ne sais pas où nous en sommes arrivés sur l'état de nos services publics pour qu'on vienne à considérer que la liberté de l'entreprise était la même chose que la liberté d'une école. Mais enfin, j'ai l'impression que nous avons tous le droit à une éducation, nous sommes d'accord sur ce point par ailleurs. Mais j'ai bien l'impression que vous semblez confondre une logique économique et une logique de service public. Ma foi, certainement n'avez-vous donc pas fait l'excellence de l'école privée que vous vantez tant. Puisque nous parlons d'excellence, ne suis-je pas la preuve vivante que l'excellence existe dans le public? Je vous remercie. Je prendrai votre question dans un instant, si vous le permettez. D'ailleurs, maintenant, allons-y, faisons comme ça. Nous avons tous le droit à une éducation, effectivement. Ça, on vous entend. Alors, tous, vous semblez oublier les minorités, les enfants en difficulté, les handicapés. Avez-vous prévu de conserver quand même une forme d'éducation spécialisée privée pour les enfants en difficulté, les enfants handicapés et toutes ces formes de minorités qui ont besoin d'aide? Ma foi, je crois que dans l'école publique, il existe déjà ce qu'on appelle des assistants d'éducation. Mais enfin, mon frère en a bénéficié, pas moi, puisque je suis normal, mais mon petit frère en a bénéficié, et je vous assure, il est actuellement à Henri IV. Preuve que l'excellence existe donc dans le public. Mais enfin, passons, je reviens à ce que je disais. Savez-vous que les études sociologiques le démontrent, je peux vous les citer, mais enfin bon, pensons à Bourdieu entre autres, lorsque nous prenons une école privée et une école publique, et que nous prenons une composition sociale qui serait identique, c'est-à-dire lorsque nous annulons les différences sociologiques qui existent entre le privé et le public, on arrive au même résultat au bac. Conclusion, je vous la fais, hein. Conclusion, en fait, l'école privée n'est pas meilleure que le public. Par contre, le capital culturel, oui. Pourquoi? Parce que le capital culturel suit la richesse. On n'a pas tous la chance de naître avec une bibliothèque chez soi. On n'a pas tous la chance de naître avec un père, une mère qui a le temps de faire les devoirs à la maison. Voyez-vous, moi, je n'ai pas eu cette chance. Et le public m'a sauvé. Pour rentrer dans un lycée privé, on débourse en moyenne 1 800 € en France. Je tiens à vous dire, c'est un rapport de la Cour des comptes 2021, ne me faites pas ça, monsieur le député. Et donc, ma foi, 1 800 €, je ne sais pas si vous connaissez le montant du SMIC, mais le SMIC c'est 1 300 € net en France. Ça veut dire 1 800 €, on est à presque 10% du salaire annuel de quelqu'un qui est au SMIC. Mais malgré tout, l'école privée comble les faiblesses de l'école publique. Mais, ne soyez pas smicard. Qu'à cela ne tienne, je conclurai en ces termes. Je vous demande de voter la crucifixion de l'école privée et je trouve que c'est la plus belle des morts pour une école à 97% catholique. Nos enfants ne sont pas des tubes de dentifrice. Non, chère Assemblée, on ne produit pas à la chaîne des adultes citoyens, mais on forge et façonne des destins un à un. Que faites-vous des enfants, cher gouvernement? On ne va pas scolariser.
Ah bon? Et les enseignants? Les profs qui ne veulent pas, tant pis. Mais on manque déjà de professeurs. Marolles-sur-Seine, 77 Sud Seine-et-Marne, pas très loin de Lyon, 2000 habitants environ. Un professeur passe son concours dans Lyon, l'obtient et n'est pas titularisé car jugé inapte par l'inspection à enseigner devant des élèves. Elle traverse la frontière, Seine-et-Marne, contractuelle, 4 jours, devant une classe. 2 semaines plus tard, en pleurs devant son téléphone à cause des boulettes de papier qui lui tapent dans la tête. Ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire. Vous parlez aussi de celui qui court pieds nus derrière la ligne d'arrivée. Celui qui court pieds nus derrière la ligne d'arrivée, c'est moi, monsieur. Je n'ai pas eu la chance d'être dans le privé. J'ai commencé dans une ZEP, roux, aux yeux bleus et bien plus petit que ça encore. Donc le retour du sport se faisait pieds nus, effectivement. Mais étant trop pauvre pour bénéficier des aides, trop riche, ou pas assez riche, pardon, pour aller dans le privé, j'ai juste changé de public. Nos enfants ne sont pas des tubes de dentifrice qui défilent à la chaîne, qu'on remplit de savoir et d'agents polissants, qu'on capuchonne d'un diplôme et qu'on considère, une fois sorti du bac à lauréat, prêt à l'emploi. Alors, chère Assemblée, ces quelques mots écoulés, il est temps de choisir. Dis-moi, lequel aimes-tu le mieux, ton papa ou ta maman? Moi, je garderai les deux. Merci beaucoup aux deux équipes. On ne va pas le redire, mais vous avez fait des prestations vraiment excellentes. On ne va pas faire des retours individuels. Le but, c'est un peu de vous donner l'impression qu'on a eue. Alors, vous êtes chacun jeté en fait votre propre caricature. Et vous auriez pu essayer de vous en délier un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, gouvernement, vous avez tout de suite dit vous êtes en fait les méchants capitalistes, vous n'aimez pas l'égalité, etc., etc. Et vous, l'opposition, au lieu de tout de suite essayer de changer un peu cette image que l'on a du privé, eh bien, vous êtes rentré la tête la première dans cette caricature, dans cette image complètement stéréotypée du privé. Vous avez parlé de la médiocrité du public, vous avez parlé de l'excellence individuelle. Je pense, mais c'est un choix, ça a été le vôtre, vous auriez pu peut-être essayer de prendre ce stéréotype à contre-pied. Moi, je vous dis bravo aux deux équipes, simplement pour les prochains débats que vous allez pouvoir avoir, essayez de prendre toujours le contre-pied. Vous défendez une mesure publique identifiée à gauche, essayez d'être un peu plus à droite, voire un peu centriste. Piégez votre adversaire. Vous allez être identifié comme des méchants droitards pro-capitalistes, devenez le gauchiste insoupçonné. Faites de l'entrisme. Et oui, même dans le débat parlementaire, on peut faire de l'entrisme. Alors, je tiens tout d'abord à commencer en vous remerciant tous ces candidats qui ont, je sais, passé un temps certain à préparer et aussi à débattre, qui est toujours une petite épreuve en soi. Je voulais aussi vous remercier pour la qualité de ce débat qui était somme toute plutôt équilibré. On a pu retrouver des arguments variés des deux côtés qui étaient assez bien construits. Alors même si parfois on se perdait un peu en confusion dans des calculs mathématiques douteux, on a pu se retrouver un peu chez soi, un peu à la fac avec des cours de droit, des rappels d'articles, de traités internationaux, de jurisprudence du Conseil constitutionnel. Enfin, vraiment, on voit que l'on est à Assas. Comme l'ont dit mes collègues, n'hésitez pas, vous avez parlé de positions trop caricaturales. Moi j'ai envie de vous dire, si vous êtes caricatural, allez-y jusqu'au bout. Voilà, autant vous y êtes, donc foncez. Le tunnel, allez au bout du tunnel. Donc n'hésitez pas surtout à finir vos arguments. Quand vous énoncez quelque chose et qu'on vous attaque après, ne le laissez pas tomber comme ça en cours de chemin. Allez-y jusqu'au bout, c'est important. Et surtout faites attention à ne pas annoncer des arguments très importants comme par exemple la laïcité trop tard dans le débat. Soyez bien structurés, ayez votre position politique du début à la fin. Mais donc je vais annoncer l'équipe gagnante. Je sais pas si on fait un roulement de tambour, un applaudissement. Mais l'équipe gagnante de ce soir est le gouvernement. Bravo à l'équipe de Roxane qui l'emporte contre Boris, mais chers orateurs, rien n'est fait puisque votre sort est loin d'être acquis. Il est temps maintenant de lancer le débat de Claire-Emmanuel contre les challengers sur le sujet suivant. Ce gouvernement réquisitionnerait les logements inhabités au-delà de 3 mois. 624 morts dans la rue en 2023. Une agression sexuelle sur une femme SDF a lieu toutes les 8 heures. Un sans domicile fixe sur 4 se dit avoir été victime d'au moins un vol. C'est ça, la réalité de notre pays.
les plus démunis qui souffrent le plus, en silence. La réalité, c'est 330 000 sans-abri, 244 000 femmes victimes de violences conjugales, 28 000 mineurs non accompagnés. La réalité indéniable, c'est que nous connaissons une crise. Mais qu'est-ce qui a été fait? Accorder un sourire? Donner un bout de pain? Encore mieux, donner la petite pièce du fond du porte-monnaie? Mais, mesdames, messieurs, ce soir, j'aimerais que vous compreniez que ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Le froid, l'agresseur, la mort n'attendent pas. Quand l'urgence est là, nous n'avons pas d'autre solution que d'agir avec tous les moyens qui se trouvent à notre disposition. Aujourd'hui, agir n'est plus une option, c'est une obligation, un devoir nécessaire à la survie de nos concitoyens. Le peuple crie à l'aide. Alors si vous, élus de celui-ci, décidez de l'ignorer, nous, gouvernements, avons décidé de l'écouter. Et de ce fait, nous prendrons les mesures nécessaires pour sauver. Pas besoin de dépenser, de construire, de créer. La solution existe déjà et nous allons nous en saisir. À Paris, c'est 18 000 logements longuement vacants qui attendent d'être habités. 18 000, c'est 6 fois plus que ce qui est nécessaire pour loger tous les sans-abri parisiens. Alors aujourd'hui, nous déclarons vouloir réquisitionner l'ensemble des logements vacants depuis 3 mois sur le sol français. Nous avons conscience de la radicalité de notre mesure. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, l'objectif n'est pas de bafouer le droit de propriété. Aujourd'hui, l'atteinte qui lui est portée est nécessaire et proportionnée. Parce que oui, l'urgence existe, les faits sont là, le froid tue, le nombre de personnes en situation de précarité augmente et la délinquance aussi. Rappelez-vous, misère n'est pas honte, en avoir honte est misère. Excusez-moi, madame, de vous importuner ainsi. Oh, vous qui ne guettez pas l'infortune. Mais je vous observe et j'ai remarqué que depuis exactement le 7 novembre, 20h30 et 33 secondes, vous ne demeurez plus dans votre si belle charmante du 6 rue Drouot. Alors, je suis rentré. Et je suis tombé sur la piscine. Ni une, ni deux. J'ai dit, maman, fais la valise au gamin, ce soir, on déménage chez le voisin. Cela tombait bien. J'allais être expulsé demain. Mais ne vous en faites pas. Je ne fais que respecter la loi. Merci, mesdames. Merci, messieurs du gouvernement. Parfois, la plaisanterie est de bon augure, pour ouvrir le débat et faire triompher, à son commencement, l'absurdité du projet de ce gouvernement. Le ton est grave, mais la bêtise du gouvernement l'allège, à condition que le tocsin de la raison résonne dans notre esprit. Parce que ce que vous faites, finalement, c'est transformer l'État en une gigantesque agence immobilière. Si Madame la Première ministre veut se prendre pour Stéphane Plaza, soit, mais qu'elle le fasse dans le privé, qu'elle n'implique pas avec elle toute une nation. Mesdames, messieurs, c'est l'heure pour nous, enfants de la Révolution, membres d'un État républicain, d'empêcher cette loi. Si elle est votée, elle sonnera la fin de nos libertés. En effet, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit le droit à la propriété. L'article 17 promet que la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé. Fondamentaux que vous venez de bafouer. Cette mesure est le premier grand pas vers le monde que nous avions espéré ne jamais connaître. Cette loi, c'est supprimer la propriété. Cette loi, c'est supprimer la liberté. Le grand froid. Les premiers jours, premières semaines de l'année 2024 ont rapidement été accueillis par un froid glacial. Un froid sans merci, s'étant illustré par des besoins présents, mais d'autant plus urgents. Dans ce froid, des personnes ont péri. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'il s'est passé cette année. Un temps où nous avons tous failli, mais un temps, ce soir, révolu. L'opposition nous parle du droit de propriété qui est inviolable, qui est sacré. Certes, mais quid du droit à la vie? Quid de la dignité humaine?
Est-ce violable? N'est-ce pas sacré? Je vous laisse décider de ce qui est le plus important. Comme expliqué par notre première ministre, ce gouvernement veut un projet visant à mettre un terme à la crise du logement, sous la forme d'un filtrage entre les personnes pouvant bénéficier de notre demande. Il s'agirait ici de remettre en priorité des logements à des personnes dans les situations les plus fragiles, autant personnelles que sociales. Donc certaines seront bien évidemment avantagées. Parmi elles, et en se basant sur des critères préexistants, les personnes sans abri, les mineurs non accompagnés dans le cadre de l'encouragement des systèmes autonomes, mais aussi les familles et les personnes victimes de violences conjugales. Je prendrai votre question. Madame la ministre, vous nous parlez des gens qui ont péri dans la rue, à très juste titre, mais pensez-vous une seconde aux gens qui ont péri pendant la Révolution française pour se battre pour nos droits, pour vos droits et pour que vous puissiez notamment posséder une maison, un bien? Merci pour la question. Eh bien, je vous répondrai que nous pensons à tout le monde ici. Parce que ces droits, nous les confirmons et nous les affirmons avec ferveur. Un droit pour tout le monde. Car vous le verrez, le droit de propriété ici n'est pas bafoué dans son entièreté. Ainsi, ce système permettra de fournir, tout d'abord aux plus nécessiteux, l'aide de notre gouvernement. Un accompagnement visant au recouvrement d'une stabilité financière certaine qui s'échelonnera tout au long de la durée précisée par le contrat. Je ne prendrai pas vos questions. Le grand froid. Les premiers jours, premières semaines de l'année 2024 ont été illustrés par un froid glacial. Par de la neige. De la neige, mesdames et messieurs, des travailleurs luttant à quitter la chaleur de leur lit, chaleur de leurs droits, chaleur d'une aide qui leur a un jour été apportée, là où le froid aurait pu tout leur retirer. Le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le nombre de dizaines d'années parfois qu'il faut à un particulier pour épargner dans le but ensuite d'investir dans l'immobilier. Mais le chiffre 3, si cette mesure est votée, sera le nombre de mois qu'il vous restera à vivre en toute liberté. Prenez conscience de la gravité de cette loi. Prenez conscience que l'on cherche une fois de plus à remettre en cause nos droits les plus précieux, nos libertés les plus essentielles, pour lesquelles nous nous sommes pourtant tant battus en Europe et en Occident. Le droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est considéré comme un droit naturel et imprescriptible. C'est un droit inhérent à notre condition humaine, absolument inaliénable, et le remettre en cause serait finalement nier que nous sommes bien en train de parler d'hommes et de femmes à l'Assemblée. Il y a des sans-abri, des gens qui dorment dehors et qui ont froid, nous avez-vous dit. Mais je tiens à être très claire, ce n'est pas le problème du peuple, c'est le vôtre. Ce n'est pas le problème des gens qui bossent et des gens qui se lèvent tôt et qui travaillent dur pour avoir ce qu'ils ont. C'est à vous l'État, c'est à vous le gouvernement et à vous seuls de pallier les carences de votre propre politique, et cela par vos propres moyens. Vous l'avez dit vous-même, rien n'a été fait, c'est bien dommage. Vous avez parlé de la sécurité, c'est votre mission, pas celle de nos concitoyens. Vous n'avez pas à vous servir de la propriété privée d'autrui, vous n'avez pas à voler les biens de nos concitoyens, vous n'avez pas à vider de son sens le droit de propriété parce que vous n'avez pas assumé vos propres responsabilités. Le gouvernement n'a pas le droit de causer des difficultés financières à un investisseur qui vient juste d'acheter et qui n'a pas trouvé dans l'immédiat un locataire. Pourtant, le chiffre 3 sera sans doute le nombre d'euros d'amende ou d'années de travaux forcés qu'ils devront faire pour avoir résisté aux absurdités très graves des dictateurs survoltés. Mais le chiffre 3, c'est aussi multiplier par 2 le nombre d'esprits éclairés qui peuvent s'y opposer et ainsi nous sauver au nom de la liberté. Des hommes, des femmes, des enfants, à cet instant même, dorment dans la rue. Nous en voyons tous les jours, nous en voyons tous les soirs, et à la nuit tombée, ils sont encore là, possiblement dans le froid. Ce n'est pas par hasard que nous décidons d'agir main dans la main avec les associations, bien au contraire. C'est au regard du pragmatisme dont nous avons su faire preuve jusqu'à aujourd'hui et dont on souhaite qu'il porte encore ses fruits. Néanmoins, l'action de l'État ne s'arrête pas là.
Nous vous confirmons la poursuite de nos efforts concernant la transition énergétique à l'heure du réchauffement climatique. Il reviendra donc à l'État de financer par un prêt à taux zéro les travaux nécessaires demandés par les propriétaires. En retour, leurs logements seront mis à disposition pour accueillir ceux dans le besoin, ayant besoin d'un toit. C'est cela notre décision, essayer d'offrir à tout le monde un toit. Cela ne signifie pas que nous ne nous préoccupons pas du droit de propriété, malgré ce que l'opposition a osé arguer. Il est prévu d'ailleurs une indemnité d'occupation à l'égard du propriétaire, prenant la forme d'une inévitable déduction fiscale. Je sais que l'opposition adore avoir raison, alors je vais vous le dire, vous avez raison. Il est évident que nous devrons dépenser pour ce beau projet. Cependant, nombreuses sont les économies qui nous aideront à le rentabiliser. Protéger ces personnes nous permettrait d'économiser sur les frais hospitaliers. Je ne vous apprendrai rien en disant que de nombreuses, pour ne pas dire toutes les femmes SDF, sont bien souvent violées. L'insécurité règne dehors. Je vous prie, chère opposition, chère assemblée, ne vous laissez pas tromper par la dérive de la politique qui n'est rien d'autre que la polémique. Acceptez de coopérer, assumez de vouloir intégrer ceux qui sont sur notre territoire au lieu de le laisser sur le trottoir. Car comme disait Montaigne, si la pauvreté des biens peut être facile à guérir, celle de l'âme, quant à elle, est incurable. Peuple français, nous sommes mal barrés. Sommes-nous condamnés à être dirigés par des ministres qui sont incapables d'assumer leurs responsabilités? À leur entendre ici, je me demande comment ils ont fait pour être des ministres. Messieurs et dames les ministres ont essayé de nous parler d'égalité des citoyens. Mais je me demande bien, est-ce qu'ils parlent d'égalité ou bien qu'ils cherchent à fuir leurs responsabilités? Mesdames et messieurs, laissez-moi vous interpréter ce projet de loi proposé par le gouvernement. Eh bien, vous avez bossé comme une bête durant toute votre vie pour bâtir cet empire que vous possédez aujourd'hui. Maintenant, vous êtes allé en vacances pour vous reposer. Et voilà qu'à votre retour, vous n'avez plus de chez vous. Car le gouvernement, incapable d'assumer ses responsabilités, il vous les met sur le dos en transmutant votre logement en logement public. Voilà ce que veut dire ce projet de loi. Oui, monsieur, je vais prendre votre question. Étant donné que construire des logements sociaux prend du temps, ne voyez-vous pas notre mesure comme une mesure qui agit dans l'urgence pour l'urgence? Monsieur, merci pour votre question. Laissez-moi vous rappeler que dès votre élection, vous devez prévoir l'urgence. L'urgence vient, l'urgence vous surprend. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes incapables. Vous êtes des incapables, des ministres, un gouvernement qui ne prévoit pas l'urgence, un gouvernement qui ne crée pas de logements pour sa population. Et nous parlez de l'urgence ici. Je suis désolé pour vous, monsieur, mais l'urgence, c'est vous qui l'avez causée. Vous nous parlez d'un projet qui est irréalisable. Vous savez pourquoi votre projet est irréalisable? Parce que, de un, vous aurez des difficultés de mise en œuvre. Est-ce que vous avez conscience que identifier, réquisitionner tous les logements inhabités au-delà de 3 mois nécessite des ressources considérables en termes de personnel, en termes de logistique? Il sera difficile pour le gouvernement de surveiller efficacement tous les logements et de prendre les mesures nécessaires pour les réquisitionner. De nombreux propriétaires pourraient s'opposer fermement à la réquisition de leurs logements, ce qui entraînerait des conflits et des litiges juridiques. Mais je ne pense pas, parce que le gouvernement compte les violenter. Je ne vous parlerai même pas du coût financier qui pourrait être prohibitif. D'ailleurs, est-ce que vous avez pris le temps de penser au marché économique? Savez-vous qu'avec cette loi, les propriétaires pourraient être dissuadés d'investir dans l'immobilier si leurs droits de propriété sont menacés par la possibilité de réquisition? Ce qui pourrait entraîner une diminution de l'offre de logements sur le marché et aggraver la pénurie de logements. Comme ça, en voulant solutionner le problème, vous l'enflammez. Elle est morte. Elle est là, gisant devant la porte close de la fraternité, devant cet immeuble vide. Et elle est morte. Mais n'ayez crainte, mesdames, messieurs de l'opposition, le droit de propriété n'a pas été violé. C'est d'ailleurs la seule chose qui ne l'a pas été. Le droit à la sûreté, violé. La fraternité promise par notre République, violée.
C'est pourquoi notre gouvernement vous a proposé cette mesure forte. Notre projet vise à garantir la sécurité et la préservation de la vie humaine. Et certes, cela porte atteinte au droit de propriété, mais de façon nécessaire et proportionnelle. Et si notre objectif est ambitieux, il est réalisable, n'en déplaise à l'opposition. Et je prendrai votre question. Monsieur le secrétaire général, vous savez qu'il y a une loi en vigueur pour les squatteurs. Les squatteurs squattent des logements dits vacants. Vous n'avez pas l'impression d'être du côté des squatteurs. Vous avez des gens n'ont plus de logement, allez hop, on prend le premier qui vient. Pourquoi d'abord avez-vous pas pris une mesure contre les squatteurs? C'est une question que j'appellerais une question inutile, pour une raison très simple, c'est que nous avons justement notre très cher ministre de la Solidarité et des Logements qui a répondu à votre question. Il n'y aura pas de squattage, monsieur le chef de l'opposition. Soyez-en rassurés, pour une raison très simple, c'est que nous, contrairement au squattage, nous contrôlons qui s'installe, où il s'installe, dans des logements vides inutiles. Et c'est là que cette chère opposition a décidé de fermer ses écoutilles, de ne plus rien écouter. Bien sûr que non, on ne verra pas Staline dans sa chambre en rentrant, puisque, et Madame la Première ministre l'a rappelé à de nombreuses reprises, les résidences principales ne seront pas touchées par notre mesure. Et tout est dit. Et pour conclure ce débat, nous appelons le... Merci, Monsieur le Président. Pour moi, pas d'annonce, pas d'applaudissements, chère Assemblée, je n'ai pas le temps. J'ai chaud, très chaud. Dans 5 minutes, moi je me rends à Beauvais pour prendre l'avion, braver les tracteurs. Et je vais en Provence, dans la petite maison de Mamie Clarence. Elle est morte. Il y a 1 an, mais bon, quand même, moi je l'aimais bien. Sa petite piscine dans le sud. Mais ça fait 2 mois et 29 jours que je ne m'y suis pas rendu, donc il faudrait mieux que je me dépêche. Merci, chère Assemblée, de ne pas m'ôter ma liberté d'expression ce soir. Ces temps-ci, on ne sait plus trop si on va se lever un matin en perdant un de ses droits. Merci, cher gouvernement, d'avoir fait l'effort ce soir de ne pas remettre vos petits costumes kaki, arborant une étoile rouge sang. Vos costumes, Zara, vous vont bien mieux à ravir et vous ressemblez presque à des élus de la République française, mais qui parlent russe. Merci, le rapporteur du gouvernement, d'avoir su synthétiser un beau projet qui illustre votre philosophie de partage, car vous partagez tout, même votre stupidité. Ce n'est plus la vôtre, mais bien la nôtre. Alors, Madame la Première ministre est venue, l'arrogance dans les yeux, nous présenter un projet flou. Flou, d'abord, sur les raisons qui le motivent. D'abord, on nous parle des agressions sexuelles, des violences conjugales. Pardon? Quand on sait que la majorité des SDF se font violer par des SDF, que le gouvernement propose-t-il? Prendre des logements pour mettre les violeurs avec les violés, comme ça, ils auront un lit, ce sera plus pratique. Mais de qui se moque-t-on, chère Assemblée? Tout de même, flou sur les raisons qui le poussent ensuite, car on nous parle du froid. Il fait froid. Alors, au lieu de mettre un bonnet, on va prendre un T3. Mais, chère Assemblée, de qui se moque-t-on? Monsieur? Je vous remercie d'avoir ridiculisé devant toute cette assemblée les femmes qui se font violer. Une question, monsieur. La question est la suivante. N'avez-vous pas écouté notre projet lorsque nous avons listé les logements qui seront précisément pris et les caravanes n'en font pas partie? Mais monsieur, dis-moi, élu de la République française, je n'ai pas compris votre réforme. Comment pensez-vous que nos citoyens, que nous représentons, vont la comprendre, vont l'accepter? Je pense que vous avez vraiment passé trop de temps avec Gérard Depardieu en Russie, monsieur le rapporteur du gouvernement. Car, après, c'est Madame la ministre, Claire Chazal, qui est venue nous parler de la météo. Encore une fois, on ne met pas de bonnet, mais on nous prend nos logements. On ne cherche pas à spolier. Le droit de propriété n'est pas bafoué, mais de qui se moque-t-on? Il suffit de faire une petite licence simple et un petit cours de droit de propriété simple, même les bambins dans la salle le comprendront. Mes clés d'appartement,
acheté par moi. Appartement à moi. Moi qui dispose de l'abusus, du fructus, de tout. Moi qui change la déco. Moi qui donne les clés à mon chef de l'opposition. Moi qui le vends. Moi qui fais ce que je veux parce que c'est à moi. Pas à vous, pas au SDF, à moi. Les gens sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, oui on le sait, bienvenue dans la réalité. Ce gouvernement, s'il faut retenir une phrase, a tout simplement avoué son incompétence, de A à Z. Car tout ce qu'ils énoncent, c'est des choses qu'ils devraient faire eux-mêmes. Ils ont une obligation de résultat. Alors, dans ce moment de doute, où de l'émoi naît l'horreur, et sur la raison l'émoi prend le dessus, bien, même si les bottes qui s'entrechoquent font peur, il ne faut pas avoir peur. Et le législateur, lui, ne doit pas avoir peur. N'ayez pas peur. Merci pour ce débat, merci pour ce costume Salif, effectivement, qui te va à ravir. Non, merci à tous. C'était vrai, vous avez fait vraiment un travail de fond. Il y avait une belle préparation, une forme impeccable chez tout le monde. Voilà, c'était magistral, comme le débat d'avant. Donc vraiment, félicitations. Je ne regrette pas d'être venue à 22h un mercredi soir. Alors, comme l'a dit Samuel, c'était un délibéré qui a été très partagé. Donc, merci à ce gouvernement qui nous a donné beaucoup de pathos. Vraiment, je me disais, bon, vous nous amenez des arguments culpabilisants, puis ensuite vous nous amenez la solution sur un plateau. Donc je me suis dit, mon logement Crous de 6 mètres carrés, je le donne tout de suite. Moi, je veux pas que des gens meurent, c'est bon, voilà. Vous avez été technicien, vous avez cité des articles, vous avez cité des procédures, vous avez dit taxe foncière. Vraiment, je suis content d'être venu un mercredi soir pour entendre taxe foncière, mais quelle vie, franchement, c'est merveilleux. Donc vraiment, bravo pour vos styles, mais surtout bravo pour votre séduction. Chacun, on a nos idées sur ce sujet qui est vraiment d'actualité, et pourtant, bien, mes convictions personnelles ont été vraiment retournées par chacune des deux équipes, donc merci pour ce débat, et merci pour votre charisme et vos arguments. Bravo. Alors je vais commencer par vous faire deux promesses. La première, celle de ne pas commencer mon discours en parlant de la mort, du froid, des sans-abri qui meurent, ni celle de finir par la liberté, la Constitution, ou n'ayez pas peur. Parce que ça faisait un peu disque rayé des deux côtés de la salle. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'être jury. Et ça a aussi été l'occasion pour moi d'être coupé en annonçant un orateur, ou plutôt un ventilateur, parce qu'on a tellement brassé de vent, en proposant de régler la crise du logement en mettant des bonnets sur les SDF. C'était très intéressant. Mais je n'en tiens pas rigueur à l'opposition, je ne suis pas revanchard. Mais c'est vrai que parfois, dans ce débat, on aurait pu tirer un peu plus les arguments et aller au fond du projet, embrasser, pourquoi pas, de la radicalité de chacune des positions qui vous étaient données, sans pour autant tomber dans la caricature comme ça a parfois été. Alors je ne vais pas faire durer davantage le suspense et je vais annoncer l'équipe gagnante par une décision partagée, qui aujourd'hui est l'opposition. Les challengers devaient marquer cet épisode de leur empreinte, on peut dire que c'est chose faite. Reste à savoir qui parmi les quatre continuera l'aventure à l'aube des demi-finales. Mais avant ça, un moment redouté par nos coachs qui ont câliné, préparé, aimé leur talent, mais qui vont devoir, c'est la règle, en éliminer 2 dès maintenant. Mes chers enfants, notre speaker, Mathéo, est un être méchant qui me demande de faire un choix et de trancher 2 têtes parmi vous 4. Et je me refuse à faire ce choix. Donc, Mathéo va absolument se débrouiller comme il l'entend. Mais je ne vais pas choisir parmi vous. Je vais faire un putsch. Et Mathéo va se débrouiller. Mathéo me fait comme ça. Mais Mathéo va se débrouiller. Voilà. Ah bah si. Ok. Je vais choisir en premier Nathan. Après, là, j'ai vraiment un souci. Donc, il me reste une place.
Adèle, Constant et Thomas. Putain, mais c'est vraiment atroce en fait. Parce que je pense que c'est Adèle. Voilà, je prends 5 minutes pour vous dire que... 3. Je prendrai 3 minutes, Monsieur le Président. Pour vous dire que j'ai fait votre rencontre et que généralement, ce qui se passe quand on transmet, c'est qu'on reçoit autant que ce qu'on essaie de transmettre. Et vous m'avez vraiment beaucoup apporté pendant ces 3 jours. Et pour cela, merci. Donc, je vais garder Capucine et Baptiste. Mes chers petits, je vais aller vite, non pas parce que je n'ai pas le temps, mais tout simplement parce que c'est un choix difficile qui m'est demandé. Je ne vais pas faire peser le suspense plus longtemps, je vais garder Elissa et Iliana. Je préférais l'annoncer direct parce que pour moi c'était très dur, c'est l'impression de m'arracher un membre. 2 membres même. Je vous félicite tous les 4. Véritablement, c'est un plaisir pour moi. J'arrive de Bordeaux, je ne suis pas déçue. Vous êtes des perles rares, tous les 4. C'est véritablement une rencontre humaine. Et voilà, j'aurai plaisir de vous revoir. J'aurai plaisir. Les prochains coachings, venez s'il vous plaît, parce que vous allez me manquer. Et félicitations à vous 4. Bravo. Nous connaissons donc les 6 premiers qualifiés pour les demi-finales qui accèdent à l'épreuve des procès fictifs. Mais la question qui taraude tout le monde, c'est qui parmi les challengers vont compléter ces 6 demi-finalistes? La réponse tout de suite, puisque nos 3 coachs vont avoir à leur disposition un buzzer. S'ils buzzent, le talent rejoint leur équipe. S'ils ne buzzent pas, il est définitivement éliminé. L'heure fatidique est arrivée. J'appelle pour ce premier passage, pour ce stress inqualifiable qui ne saura excéder 10 secondes, Raphaël. Les coachs, vous avez à partir de maintenant 10 secondes pour buzzer ou non pour récupérer Raphaël. Malheureusement, Raphaël, tu ne rejoindras pas l'aventure, mais bravo! Bravo! J'appelle cette fois-ci Garance. Cher coach, à partir de maintenant, vous avez 10 secondes pour buzzer. Garance sur le gong, tu restes dans l'aventure et tu rejoins l'équipe de Roxane. Tu peux aller la voir. J'appelle cette fois-ci Salif. Cher coach, comme d'habitude, 10 secondes à partir de maintenant, il vous en reste 2. Dans l'équipe de Boris Calvasian. Tu as commencé, tu as été le premier à parler dans cette belle émission qui était l'orateur et qui est toujours l'orateur. Et là, plus qu'une chance. Je t'invite donc à regarder droit dans les yeux, très clairement, Claire-Emmanuelle Moreau, qui est ta seule chance de rester dans l'aventure, Esteban. J'appelle Esteban. Esteban, à partir de maintenant, 10 secondes pour être obligé. Chers téléspectateurs, nous voilà au crépuscule de cet épisode et nous connaissons enfin la composition des équipes pour les demi-finales. Baptiste, Capucine et Salif donc forment l'équipe de Boris. Iliana, Elissa et l'ultime repêché Esteban forment l'équipe de Claire-Emmanuelle, tandis que Adèle,
Nathan, mais aussi Garance, forment l'équipe de Roxane. Chers téléspectateurs, ils ne sont plus que 9, et dans une semaine, ils ne seront plus que 3 à être finalistes pour le titre d'orateur 2024. Préparez-vous à entendre vos meilleures plaidoiries, vos meilleures réquisitions, à vous demander si Grou, Willy Wonka, le Joker ou Gollum méritent d'être condamnés à des peines affreuses. Eh bien, pour le savoir, rendez-vous dans une semaine. Avant de conclure définitivement, l'association Révolte-toi Assas remercie ses partenaires dans ce projet, à savoir l'Université Paris-Panthéon-Assas ainsi que la prépa privée du Centre de formation juridique. Si vous souhaitez préparer le CRFPA, l'ENM ou juste votre licence de droit, eh bien le Centre de formation juridique a ce qu'il vous faut. Bénéficiez d'ailleurs de 10% de réduction avec le code RVT 2024, tout est clairement expliqué dans la description. Chers spectateurs, à la semaine prochaine.